sur la Constitution de 58, sur la 5e. Dans les diverses modifications qui ont été faites, il y en a qui sont particulièrement négatives, et en particulier la dernière qui date de Sarkozy, et qui, à part les collectivités territoriales, qui est encore plus récente, qu'il faut effectivement abroger direct, mais il y a cette histoire du président qui vient se présenter devant les deux assemblées sans qu'il y ait ni débat ni vote. Donc là, on transgresse un des principes de base de toutes nos constitutions démocratiques, qui est la séparation des pouvoirs. C'est un peu en vrac, j'ai balayé comme ça. Dans l'article 23, et il me semble qu'il n'est pas appliqué actuellement de manière très rigoureuse, il est dit que pour les membres du gouvernement, c'est incompatible d'avoir une fonction de membre du gouvernement avec tout exercice de mandat parlementaire, toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, tout emploi public. D'accord ? Or, on sait très bien que ces gens-là sont liés au milieu d'affaires et que, certes, ils perdent leur siège de député quand ils deviennent ministres, là, ok, c'est respecté, mais au niveau de leurs implications dans, en particulier les cabinets d'affaires, etc., il n'y a pas solution de continuité. Article 40. Les propositions ou amendements qui viennent du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques. Alors là, je m'interroge. Quand on supprime l'ISF, quand on fait des cadeaux fiscaux aux riches, il me semblait qu'on diminuait les recettes publiques. Et elles ne sont pas recevables non plus lorsque ces mesures auraient pour conséquence la création ou l'aggravation d'une charge publique. Or, le service de la dette, par exemple, ça augmente grandement les charges publiques, donc a priori, on ne devrait pas. Enfin, il y a des choses qu'il faudrait donc creuser pour voir en quoi ces articles qui existent actuellement sont effectivement appliqués ou ne le sont pas. Déjà. Je pense qu'il y a un débroussaillage à ce niveau-là à faire. Dans l'article 64, c'est là que le président de la République garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire. On a bien vu comment ce rôle a été rempli par Sarkozy avec les nombreuses interventions sur la justice. L'article 66, alors ça c'est un article qu'il faudrait qu'on garde. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Rappelons-nous l'histoire de Tarnac. On s'est assis sur l'article 66, alors qu'en théorie, il est applicable actuellement. Les articles 67 et 68 parlent de l'immunité présidentielle. Alors, bien sûr, il y a une possibilité quand même de l'attaquer quand il y a manquement à ses devoirs. Or, on le rappelait tout à l'heure, le discours de Latran était un discours qui contrevenait complètement à notre séparation, notre loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et il a prononcé ce discours en exercice, en tant que représentant de la France. Donc là, il y avait quand même un manquement à ses devoirs et il y aurait dû y avoir réaction. Il n'y a pas eu réaction. L'article 71.1 nomme les défenseurs des droits, donc ça aussi c'est une nouveauté du sarkozysme, puisqu'il n'y a plus qu'un défenseur des droits qui rassemble tout ce qui était défenseur des enfants, etc. Et il est nommé par le président de la République. Là aussi, concentration des pouvoirs. Dans ce qui concerne les articles 72, concerne les collectivités territoriales et leur financement, il est bien précisé normalement qu'il doit y avoir des péréquations et que quand il y a des nouvelles compétences qui sont confiées aux collectivités, il doit y avoir compensation. Ça n'a pas été respecté. Le titre 15, c'est à propos de l'Union européenne. L'article 88.1 nous parle des États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences. À partir du moment où on veut nous imposer une règle d'or et où
pour les lois de finances et tout ça, il faudra que ce soit l'UE qui accepte et non pas le Parlement. Je ne vois pas en quoi on peut dire qu'on est libre dans cette histoire. Donc, faudrait conserver cette idée d'exercer en commun certaines de nos compétences. Et alors, bien sûr, il faut se caler dans la Constitution de la 5e telle qu'elle est actuellement sur le traité de Lisbonne. Il faut être dans ces clous-là, ce que nous voulons bien sûr abroger tout de suite. Alors, le titre 16, c'est les révisions. Et ça, on en a eu beaucoup des révisions de la Constitution ces derniers temps. Donc, normalement, c'est à l'initiative du président de la République, du Parlement, et ça peut passer soit par référendum, soit par le Congrès. Et on a bien vu comment la réunion en Congrès, lorsque la majorité est ce qu'elle est actuellement, permet de faire passer des réformes constitutionnelles qui ne vont pas dans le sens que nous souhaitons. L'article 8 dit que le travailleur participe à la détermination des conditions de travail, à la gestion des entreprises par l'intermédiaire de ses délégués. Où est-ce qu'on a vu ça? C'est pas appliqué. Article 9. Tout bien, toute entreprise qui a un caractère de service public national doit devenir propriété de la collectivité. Ça, c'est sûr que c'est important. C'est article 9 de 46. Il est toujours valable. Qui est repris dans le préambule. Ouais. Et l'article 13 garantit l'accès à l'instruction, à la formation professionnelle, à la culture, à l'enseignement public, laïque, c'est un devoir de l'État. Par rapport à la politique étrangère, c'est l'article 14 qui dit que la France ne participera à aucune politique de conquête et n'interviendra pas contre la liberté d'aucun peuple. Donc, quand Madame Alliot-Marie propose son savoir-faire dans la répression des manifestations, elle est hors Constitution. Et l'article 16 établit l'égalité des droits et des devoirs avec les peuples d'outre-mer. C'est pas fait. Et l'article 18 affirme la liberté des peuples à s'administrer eux-mêmes. Ce qui paraît important, mais qui est loin d'être fait.